Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, mon complice Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Aujourd'hui au menu. Alors nous verrons la cession, transmission, reprise d'entreprise. Et puis une question de notre internaute, les livrets d'épargne, il y en a plusieurs, à quoi ça sert? Essayer de défricher un peu tout ça. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre dossier, nous évoquerons l'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises via le réseau Entreprendre. Il fête ses 20 ans. Ses filleuls, qu'il appelle des lauréats, ont 2 fois plus de chances de survie que la moyenne. Chaque année, ce sont 3600 heures de bénévolat qui sont offertes. Et puis, focus sur Sepia, une entreprise d'Échirolles spécialisée dans la signalétique et la communication visuelle grand format. Avec sa filiale Déco 3D, elle s'est ouvert les portes de nouveaux marchés, investissant dans une révolutionnaire imprimante en 3 dimensions. Un bel avantage concurrentiel pour Sepia Signalétique. Son PDG sera avec nous. Voilà pour le sommaire. C'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Le défi de la transmission, un enjeu de taille pour notre économie. Transférer la propriété d'une entreprise, d'un cédant à un acquéreur-repreneur, qu'il soit personne physique ou morale d'ailleurs, est une étape essentielle et les entreprises de tous les secteurs sont concernées. Comme chaque année, les travaux de l'Observatoire du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne permettent de mettre à jour les données sur ces cessions-transmissions en France. Quelle est la tendance, Alain ? Alors nous avons des résultats très intéressants. La tendance 2013-2016 est à la baisse, malheureusement, avec un creusement de l'écart de transmission entre les très petites entreprises, les moyennes et les grandes. Plus l'entreprise est importante, plus logiquement elle a des chances d'être prise. Des écarts aussi géographiques. L'Île-de-France, l'ex-région Rhône-Alpes, extrêmement dynamique, ça ne nous surprendra pas dans ces transmissions. Donc de vrais sujets, et puis des sujets liés à l'âge du cédant. Mais moins déterminant qu'on ne le croit. Bon, alors on va revenir sur tout ça. Un constat très hétérogène, hein, c'est ce que j'entends. Quel est l'impact de cette diminution sur le plan macroéconomique ? On a constaté entre 2013 et 2016, donc sur la même période, la disparition de plus de 160 000 entreprises qui représentent 350 000 emplois. Mais on voit quand même que sur le rapport nombre d'entreprises, nombre d'emplois, qu'on est sur des petites, voire très petites entreprises. Si on fait un focus sur les PME, globalement, il y a une certaine stabilité. PME-ET, une certaine stabilité. Et si on fait un focus sur notre région, enfin l'ex-région Rhône-Alpes, petite croissance. Donc ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et du tissu économique sous-jacent. Est-ce que ce phénomène ne risque pas de s'aggraver au fur et à mesure du vieillissement de la population ? C'est aussi un des enjeux pour les patrons partants, cédants. En 2016, un dirigeant sur 5 de PME ou d'ETI a plus de 60 ans contre moins de 15% en 2008. Oui, et la tendance continue. Ouais. En 2021, 23% des dirigeants auront plus de 60 ans et moins de 65. Et 10% plus de 65, donc ça fait un tiers des dirigeants qui auront plus de 60 ans en 2021. Donc un vrai enjeu de transmission, de reprise, étant entendu que beaucoup de transmissions se font quand même avant les 60 ans. Pour les entreprises les plus importantes, mais le sujet sont les entreprises de petite ou moyenne taille où le dirigeant tarde entre guillemets à céder, mais il y a des raisons assez logiques. C'est qu'en fait, son métier, son activité, son revenu est très lié à son entreprise. Et donc, l'allongement de la durée de vie et les enjeux de retraite l'expliquent. Oui, on anticipe donc davantage dans les ETI et les grandes entreprises. Si on revient sur l'impact sur le tissu productif français, quel type de risque sur l'entreprise fait peser cette tendance observée, cette tendance démographique ? Assez logiquement, un dirigeant qui vieillit, qui sait qu'il a moins de temps devant lui, va avoir une attitude un peu double, mais qui aboutit au même scénario. Tout d'abord, désendetter son entreprise
pour mécaniquement valoriser son patrimoine professionnel, ce qui est assez logique. Et ayant moins de temps devant lui, il va aussi hésiter à investir sur de nouveaux processus, de nouvelles machines. Donc globalement, on a un phénomène un peu de vieillissement de l'outil productif, qui n'est pas grave si ce vieillissement est très temporaire, 1 an, 18 mois, 2 ans, mais qui pose des problèmes de productivité s'il dure, et qui pose des problèmes aux dirigeants propriétaires, par ailleurs, sur la valorisation de l'entreprise. Donc on a un phénomène qui peut être assez pernicieux, c'est légitimement, je vends mon entreprise, j'attends un peu trop, je n'investis plus, et finalement, ce que j'attends en termes de retour de la cession de l'entreprise est moins que ce que j'attendais, et donc je tarde à vendre, et ainsi de suite. Oui, donc voilà, il y a une sorte de cercle infernal qui s'enclenche. Ouais, bon, ce que j'entends, c'est qu'il faut impérativement anticiper, du coup. Il faut anticiper. Le conseil que nous donnons aux dirigeants qui sont nos clients, c'est anticiper, pensez-y à l'avance. Y penser ne signifie pas qu'on met en œuvre, mais vraiment, il faut se mettre en position de céder ou de transmettre. On prépare les choses. Quid des transmissions familiales? Il y a certains secteurs qui sont traditionnellement connus pour cette modalité de transmission. On pense au commerce en particulier. Alors, le modèle de transmission familiale ne correspond pas à tous les types d'entreprises, même si des entreprises de toute taille sont transmises dans le cercle familial. C'est un modèle à la fois assez naturel et assez atypique dans le profil à la fois des cédants, des transmetteurs et des repreneurs. Globalement, un taux de survie beaucoup plus élevé. Ça représente environ 20% des transmissions reprises. Un taux de survie beaucoup plus élevé. Un cédant qui part plus tard, mais c'est assez logique, puisqu'il a organisé dans son cercle de proximité la cession de l'entreprise. Et globalement, une bonne stabilité de ce niveau de cession en France, à savoir environ, je le disais tout à l'heure, une entreprise sur 5. Bon, petit zoom sur notre région, en quelques chiffres. Vous disiez au début que le nombre de cessions reculait un peu. Alors, sur la région, moins qu'ailleurs, parce que bonne dynamique économique. Je parle de l'ex-région Rhône-Alpes, puisque ce sont sur ces éléments que nous avons cette région que nous avons les éléments. En 2017, c'est 1300 transmissions, 250 familiales, donc on retrouve ce 20%, et une centaine de dirigeants qui ont cédé après 65 ans. Donc on est à peu près dans la proportion nationale, avec le même levier qu'au niveau national, à savoir les moyennes et grandes entreprises plus facilement cédées, et puis des arrêts d'activité pour les toutes petites. Et si on zoome plus spécifiquement sur l'Isère, il y a des spécificités? Alors l'Isère est encore un peu particulier dans une région qui l'est. Globalement, les transmissions sont plus tôt, pour l'âge du dirigeant. Les dirigeants sont en moyenne moins âgés. Il y a plus aussi de cessation d'activité, donc les entreprises s'arrêtent plus rapidement. Et globalement, pour celles qui sont reprises, un très bon taux de survie. Merci Alain pour cette chronique sur la transmission reprise, un enjeu essentiel. D'ici 2021, vous nous l'avez dit, un quart des chefs d'entreprise aura plus de 60 ans, un chiffre qui illustre parfaitement cet enjeu de la cession-transmission. Voilà un sujet qui va intéresser Alain. Transformer d'un geste simple un banal vélo en 2 roues électriques. Il est un passionné de cyclisme. Voilà ce que propose une start-up de Saint-Martin-d'Air. Sur ce marché très très porteur, G-Boost a été mis au point en collaboration avec les pôles de recherche du CEA et de ST Microélectronique notamment. Le défi était de proposer un équipement simple et léger. Reportage Laurie Baillet. Transformer son vélo en vélo électrique, c'est possible avec le kit d'électrification G-Boost. D'un côté le moteur et son capteur de pédalage interne, de l'autre la batterie, le tout pour moins de 3 kg. Conçu en 2013 à Saint-Martin-d'Air, ce système permet de monter jusqu'à 25 km/h. Le premier avantage, c'est qu'il est extrêmement simple, c'est le plus simple sur le marché au niveau de l'installation, c'est-à-dire que c'est un accessoire de vélo, vous n'avez rien à démonter sur votre vélo. Donc lui, le moteur se fixe au niveau de la béquille et la batterie, c'est typiquement à la place du porte-bidon. Un autre avantage, c'est le fait de pouvoir débrayer le moteur, ce qui fait que vous allez pouvoir profiter de votre vélo comme un vélo et pas comme un vélo électrique et pouvoir assister en fonction des besoins. Donc vous avez une côte, vous pouvez embrayer votre moteur et à ce moment-là, vous avez l'assistance qui arrive. Et pour installer ce kit, pas besoin d'être un as du bricolage. Pour fixer le moteur, c'est très simple. En fait, on a un petit levier ici, sur le moteur, qui a plusieurs crans. En fait, il a 2 crans. Et il y a un cran, le premier cran, c'est le cran d'installation. Donc là, on a fixé le moteur, c'est-à-dire qu'il est positionné de manière à peu près parallèle. Et donc, quand il est positionné sur ce cran, eh bien, il suffit de venir le placer ici.
et de le mettre embuté contre le pneu. Voilà, ici. Et là, on a juste à le fixer. C'est-à-dire qu'au niveau réglage, le réglage est très simple, c'est juste se mettre contre le pneu. Comme sur les vélos électriques, G-Boost propose aussi 5 modes d'assistance qui peuvent être également connectés à une application. Le cadre est très faible. En fait, le cœur du dispositif réside dans un capteur intégré de pédalage breveté qui rend le G-Boost compatible de manière universelle. Il suffit de coller un petit aimant sur l'axe du pédalier. Ce G-Boost est mis au point par la start-up e-Bike Lite. Le kit est vendu entre 899 et 1299 euros selon la puissance. Et ce produit est sélectionné par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il est remis, vous le savez, en mars chaque année lors du forum du même nom au World Trade Center. Dans le domaine des affaires, l'accompagnement est un facteur clé de réussite. On le dit souvent dans Classe Affaires. Et parmi les partenaires sur lesquels peuvent compter les créateurs ou repreneurs, il y a le réseau Entreprendre. Il fête ses 20 ans, 2 décennies, durant lesquelles il a accompagné près de 300 entreprises en Isère. Pour en parler, nous accueillons Bruno Bimet, son président. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, Oui. cofondateur et dirigeant de Domidea Promotion. C'est ça. Et donc président de ce réseau Entreprendre qui fête ses 20 ans en Isère. Vous avez fêté les 2 décennies en grande pompe au marché d'intérêt national il y a à peu près 2 mois. Oui, c'était fin mai. Nous souhaitions un endroit qui reflète le cœur de l'économie. On ne souhaitait pas une salle de spectacle pour ces 20 ans. Et le Mine, de par sa majestueuse voûte en béton, a été un lieu magique pour ces 20 ans. On a réuni 550 membres de la communauté économique de l'Isère ce soir-là. C'était un samedi soir, il faisait un peu frisquet. Mais on voit un très beau showroom avec pas mal d'entreprises. Donc un réseau qui est né en 99 à Grenoble. Ouais. Au départ, une dizaine de chefs d'entreprise. C'est ça, une dizaine de chefs d'entreprise. Au départ, sous l'impulsion de Michel Ferrier. Et ensuite, ça a grandi petit à petit pour arriver aujourd'hui à 300, effectivement, membres de la communauté. Qui accompagnons chaque année une trentaine d'entreprises. Voilà, c'est lauréat, vous les appelez comme ça. Alors, zoom d'abord sur ces chefs d'entreprise qui font don, j'allais dire, en tout cas qui proposent leur savoir, qui accompagnent. Qui sont-ils, les membres du réseau? Alors, ce sont pour la plupart des chefs d'entreprise ou quelques experts, c'est-à-dire des cadres supérieurs d'entreprises qui ont une capacité à accompagner. Tous bénévoles. Tous bénévoles, mieux que ça, bénévoles payants, puisque nous payons une cotisation pour être bénévoles. Donc c'est vraiment une démarche complètement désintéressée. D'ailleurs, nos statuts nous interdisent complètement de prendre part aux entreprises que vous aidez, que vous suivez. Tout à fait. Donc ce sont des personnes qui partagent nos valeurs, qui croient très fort, comme l'a dit le fondateur de Réseau Entreprendre il y a une trentaine d'années, que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et donc on aide toutes celles et tous ceux qui créent de l'emploi sur notre territoire. Donc des chefs d'entreprise qui sont pour la plupart des patrons de PME et de TI. Tout à fait. On y revient dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs. On essaie d'ailleurs on est vigilant à la fois sur nos lauréats comme sur nos membres, à refléter ce qu'est réellement l'économie de notre territoire. Donc évidemment sur Grenoble, beaucoup d'innovation, mais également le Nord-Isère avec des industriels et des entreprises du secondaire. Donc effectivement, plutôt des ETI et des PME et quelques cadres de grands groupes qui nous accompagnent également. Bon, vous évoquez le Nord-Isère, je crois que vous fêtez les 20 ans en inaugurant d'ailleurs une antenne à Vienne. Alors c'est ça, on est dans le Nord-Isère depuis quelques années déjà, on est hébergé à la Maison des Entreprises depuis quelques années à Villefontaine. Mais effectivement, on a répondu favorablement à la demande de la Chambre de commerce pour participer à un lieu dédié à l'entrepreneuriat à Vienne. Alors ces membres du réseau, je le disais en introduction parce que le chiffre est impressionnant, ils offrent l'équivalent de 3600 heures de suivi par an. C'est ça. Et en fait, on a différents stades d'accompagnement. Déjà, le premier stade, il commence au moment où on rencontre un porteur de projet, où déjà là, on va l'aider à faire mûrir son projet. Il va d'ailleurs bien souvent modifier son business model. Et ensuite, on va jusqu'à l'accompagnement pendant 3 ans de cet entrepreneur. Et effectivement, chaque année, en cumulé, ça fait à peu près 3600 heures de bénévolat qu'on valorise à un peu plus de 500 000 € aujourd'hui, injectés dans l'économie de notre territoire.
Alors quel le rôle de ces membres, hein, vous nous le dites, hein, ils accompagnent, mais ça veut dire quoi concrètement, accompagner un porteur de projet? Comment on s'y prend? À partir de quel moment on intervient et jusqu'où on va? Alors l'accompagnement, c'est tout sauf de la cogérance. Hein, on est vraiment un effet miroir. Donc on est aux côtés du dirigeant, on ne gère pas à sa place. Hein. On va être là à la fois pour être son confident et l'aider à prendre des décisions, toujours lui qui les prendra in fine, mais aussi pour mobiliser au sein de la communauté des compétences RH, juridiques, financières, pour l'aider à franchir des caps et une difficulté particulière. Je prends un exemple, quelqu'un qui a un problème de recrutement, eh bien on va au sein du réseau mobiliser une spécialité qui va l'aider à réfléchir un peu mieux à la manière de recruter. On ne va pas le faire à sa place, mais on va l'aider à le faire. Alors là, pendant qu'on parle, on voit des images d'Arlink, hein, qui est un créateur de solutions innovantes, notamment pour l'aménagement de commerce, hein, et qui est un de vos lauréats. 2018, l'année dernière. 2018. Donc je reviens à cet accompagnement. Donc ça ressemble à un parrainage finalement. Hein. On accompagne combien de temps? 3 ans. 3 ans, donc c'est une belle période d'accompagnement. Et durant ces 3 ans, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution de l'entreprise. L'entreprise, quand elle se crée, en 3 ans, elle évolue beaucoup. Donc c'est là qu'effectivement, l'accompagnement, il a tout son sens pour permettre justement d'éviter des erreurs. Encore une fois, on est bienveillant, c'est vraiment le maître mot, mais on est vraiment à côté du dirigeant en permanence. Alors vous le disiez au départ, l'idée était simple, hein, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs, et c'est bien cette notion humaine qui est au cœur du dispositif. Vous dites, l'important dans un projet, c'est avant tout le porteur de projet. Absolument. Comme vous le savez, on accorde des prêts d'honneur, mais le prêt d'honneur, il n'est pas à l'entreprise, il est à l'entrepreneur. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que c'est l'important, c'est la personne, tout simplement parce que l'entreprise, elle peut évoluer. Nous, on a cru en cet homme ou cette femme qui portait un projet. Si demain, cette entreprise doit évoluer et changer radicalement de stratégie, peu importe, on sera là pour l'accompagner et continuer cet accompagnement. Alors le but, effectivement, accompagner les créateurs, les repreneurs, les développeurs d'entreprises. Et vous évoquez ces prêts. Alors les prêts, ils vont de 15 000 à 45 000 euros, c'est ça? 45 000 euros en propre sur les entreprendre, et on peut jusqu'à doubler, puisque nous faisons partie du dispositif régional Innovisi, qui accorde des facteurs multiplicateurs jusqu'à 2. Donc on va de 15 à 90 000 euros, puis c'est nous qui accordons ces prêts d'honneur. Alors ces prêts d'honneur, ils ont effectivement ce qu'on appelle, hein, et on en parle de temps en temps dans cette émission, un effet levier. Hein. Oui, très bien. Tout à fait. Déjà, ces prêts d'honneur sont à taux zéro et sans garantie personnelle. Donc ils sont vraiment dédiés au fonds de développement de l'entreprise. Et effectivement, parce qu'on va passer entre 20 et 30 heures aux côtés de ce porteur de projet, nos partenaires bancaires, hein, qui nous accompagnent tout au long, qui sont la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et Crédit Agricole, nous font confiance. Et effectivement, ce n'est pas automatique, bien évidemment. La banque a sa propre grille de lecture. Mais ils font confiance dans notre capacité à avoir bien analysé le dossier et vont l'accompagner peut-être un petit peu plus facilement que s'il n'était pas accompagné. Oui, Alain, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est partenaire, hein, de ce réseau, hein, ce parrainage finalement. Hein, c'est un vrai label. Le réseau Entreprendre est un vrai label du côté des banques, mais aussi pour les chefs d'entreprise qui prennent ou qui reprennent l'activité. Je crois qu'il répond au sujet de l'isolement du dirigeant, notamment quand il crée, et vous l'entourez en fait. Vous l'entourez, vous le parrainez, vous l'accompagnez, vous le challengez. Donc pour nous, c'est à la fois une belle démarche et un vrai levier économique. C'est donc une mise en réseau, Bruno Bimet, et je le disais, une entreprise qui est accompagnée par le réseau Entreprendre a plus de chances de pérennité qu'une autre entreprise. Ah oui, les chiffres sont têtus, hein. Puisque à 3 ans, c'est plus de 90% des entreprises qui sont encore pérennes, un peu plus de 78 à 80% à 5 ans, alors que la moyenne nationale est plutôt autour de 50 à 60%. Donc effectivement, on voit bien qu'au-delà du prêt d'honneur, hein, c'est vraiment l'accompagnement qui est là pour faire sortir la tête du guidon du dirigeant, le sortir de son isolement, l'aider en fédérant des compétences et des conseils, toujours bénévoles. Donc effectivement, on sait très bien qu'une entreprise qui a des problèmes de pérennité, qui sont des problèmes d'une entreprise qui a eu des problèmes de gestion ou de vision stratégique. Donc là, on est capable de l'accompagner et de l'aider à changer de cap parfois. Alors vous parlez des chiffres, hein, le bilan en 20 ans, c'est 266 entreprises accompagnées. Ces chefs d'entreprise que vous appelez donc des lauréats ont permis la création ou la sauvegarde de plus de 3000 emplois. Oui, un peu plus de 3300 même cette année. Ouais. 3300 emplois, oui. Comment on fait? Alors moi j'ai un projet, j'ai envie d'être accompagné par le réseau Entreprendre. Comment je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle Bruno Bimet. Alors vous pouvez,
hein, avec plaisir. Mais vous pouvez aussi appeler Réseau Entreprendre. Donc on a 6 permanents qui sont là pour accueillir les porteurs de projets. Donc d'abord, on doit vérifier qu'ils répondent à nos valeurs. Les valeurs, c'est celles de l'accompagnement. Et un entrepreneur qui ne veut pas être accompagné, il ne sera pas avec nous. Donc l'accompagnement, c'est la base. Ensuite, évidemment, on a des lectures économiques. Est-ce que son projet a une réalité économique, ou en tout cas, même si c'est très très innovant, hein, comme on a pu le voir avec Airlink ou même Up2You que j'ai vu passer à votre écran, même si le modèle économique est en devenir, on doit être en capacité de capter le potentiel. Ensuite, il va franchir un certain nombre d'étapes et rencontrer entre 5 et 10 entreprises de notre réseau qui, eux, vont discuter en tête-à-tête avec ce porteur de projet, nous faire un retour de leur vision du projet et, in fine, passer en comité d'engagement pour devenir lauréat de Réseau Entreprendre. Bon, l'objectif, c'est une trentaine de lauréats par an. Hein. Alors là, effectivement, on a vu les images d'Up2You hein, qu'on a accueillis sur le plateau de Classe Affaires. Hein. Ces écrans tactiles, hein, cette illusion du toucher sur un écran, on en a parlé ici. Quelques autres exemples de lauréats. Alors peut-être les célèbres. En 20 ans, il y a dû en avoir. Il y a le tout premier, hein, qui est Airstar. Airstar, ouais. Alors, Pierre Chabert nous a fait le plaisir d'être là à nos 20 ans. C'est pas quelqu'un qui vient beaucoup. Il est plutôt discret, oui. Plutôt discret, mais il était là et j'étais vraiment très très heureux qu'il soit venu. Donc il y a effectivement Pierre Chabert. C'était l'aventure des ballons éclairs. Hein. On en a parlé, on en a fait une saga dans cette émission. Une très très belle success story. Nous avons également Wizby, hein, qui est une jeune entreprise issue de du réseau social. Pour les stages des premiers emplois, qui est une très belle story. Après, on parle beaucoup d'innovation parce qu'on est agronome. On essaye d'être également très présent dans l'industrie, le bâtiment, notamment sur le problème des reprises. Hein. Donc, il y a effectivement des entreprises comme CIC Rio, par exemple, qu'on a aidé en 2005, une belle entreprise industrielle. Bon, moi je veux citer aussi Masterbox qui est à Mélan, hein, qui est une start-up qui propose des box avec des produits réalisés par des artisans et qui est actuellement en levée de fonds et qui est un lauréat cette année. Un lauréat, tout à fait, oui. Ouais. Merci beaucoup Bruno Bimet. Merci d'avoir été avec nous. Merci et très très bon anniversaire pour ces 20 ans du réseau Entreprendre en Isère. Merci. Dans un instant, Sepia Signalétique à Échirolles, spécialisée dans la communication visuelle. Son business model a connu un nouvel essor avec l'acquisition d'une imprimante 3D grand format, repoussant encore plus loin les limites de la créativité. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble, bien sûr avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, la révolution de l'imprimante 3D chez Sepia Signalétique à Échirolles. Elle permet de créer des pièces de 2 mètres de haut. Nouvelle machine, nouveau marché, mais aussi nouveau métier. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Alain, cette semaine, cette question, elle est signée Evelyne, qui veut savoir pourquoi il existe différents types de livrets d'épargne. Il y a différents types de livrets d'épargne parce que différents objectifs poursuivis par ces livrets. Il y a d'abord en France les livrets réglementés. On aime beaucoup la réglementation, ce n'est pas d'hier. Et puis les livrets non réglementés. Donc, livrets non réglementés, ce sont les livrets bancaires traditionnels. Tout le monde les connaît. Les livrets réglementés, tout le monde les connaît aussi, mais ils ont des caractéristiques fixées par les pouvoirs publics. Le taux, la fiscalité, et le principal que tout le monde connaît également, c'est le livret A. Donc le livret A, c'est un livret extrêmement ancien, qui a cette magie de pouvoir laisser pour les clients qui déposent des fonds une disponibilité totale et de financer via la Caisse des dépôts le logement social sur des prêts à 50 ans. Donc le mécanisme de mutualisation du livret A fait que pour le client, c'est disponible tout le temps, et pour les bailleurs sociaux, ce sont des financements à long terme qui permettent de financer le livret A à 50 ans. On a le livret développement durable, ex-Codévi. Le LDD. Hein. LDD, voilà, qui lui aussi est défiscalisé et qui a comme objectif la rénovation énergétique des bâtiments, principalement. On a des livrets plus spécialisés. Le premier, le compte épargne logement, qui accompagne souvent le plan épargne logement, dont l'objectif est de financer les acquisitions immobilières des particuliers. Et puis des livrets avec des cibles spécifiques, le LEP, destiné aux clientèles modestes qui ne payent pas d'impôts, et le livret jeune, très attractif pour les jeunes, un peu surrémunéré, qui vise à favoriser l'épargne des clients jusqu'à 25 ans. Donc d'une manière générale, ces livrets ne sont pas fiscalisés, sauf les livrets bancaires traditionnels. Ce ne sont pas des comptes de paiement.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de chéquier ni de carte bancaire sur un livret. Et ils sont disponibles à vue et sans risque. Donc je crois que c'est un produit assez magique pour le client, avec des rémunérations, même si elles sont faibles, le livret A c'est 0,75 € défiscalisé. Elles sont sûres. Elles sont sûres, le livret jaune c'est 1,25 €, c'est pas si mal que ça, par les temps de taux d'intérêt extrêmement bas qui courent. On est jeune jusqu'à quel âge pour avoir un livret 25 ans. Ah oui, trop tard. C'est pas mal quand même. Encore 2-3 ans pour vous. Merci, ouais, c'est ça, oui. Merci Alain. Si vous voulez des précisions sur une notion économique ou sur un mécanisme financier, n'hésitez pas. Écrivez à Alain Denisot, classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. L'invention de l'imprimerie est une innovation qui a bouleversé l'histoire du monde. Aujourd'hui, presque 6 siècles plus tard, l'impression 3D est une nouvelle révolution, d'autant qu'elle permet des promesses toujours plus impressionnantes. Une entreprise d'Échirolles en a fait une véritable spécialité, un avantage concurrentiel. Sepia Signalétique est spécialisée dans la communication visuelle grand format. Son gérant est avec nous, Éric Pessarossi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sepia Signalétique à Échirolles, que vous avez fondée en 2004. Au départ, d'ailleurs, l'activité était toute différente. Exactement. Donc, j'ai créé en 2004 la société. À l'époque, la société était basée sur la vente uniquement de panneaux de signalisation. Signalisation routière. Signalisation routière, les panneaux du code de la route, ainsi que les panneaux de chantier. Donc, dès qu'il y avait des travaux dans Grenoble, à l'époque, je crois que c'était la ligne C du tramway, on a eu la chance en fait de démarrer avec ce chantier-là. On a vendu beaucoup de panneaux de signalisation de chantier et ça nous a permis de démarrer. Bien sûr, 2004. Alors, on va voir comment l'activité s'est peu à peu déplacée, a évolué. Aujourd'hui, votre entreprise, c'est quoi, une quinzaine de salariés ? Une quinzaine de salariés. On fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle est articulée autour de 3 divisions. Donc, la signalisation routière, qui est notre métier historique, dont je viens de parler. La communication visuelle ou la publicité et l'impression 3D. Alors, on va voir comment tout ça s'est opéré. Alors, la communication visuelle, j'ai bien compris, et on en aura quelques exemples. Vous êtes, par exemple, lancé dans la découpe de polystyrène grand format par fil chaud. C'était en 2016. C'était en 2016, oui. Donc, en fait, on a toujours évolué. Chez Sepia, on a toujours évolué. On a essayé de répondre en fait, aux besoins des clients. On est proche des clients et on était sollicité pour faire, c'est un petit peu la mode, des gros lettrages sur les événements, sur les séminaires, sur les scènes, sur les ronds-points. Donc on a investi dans une machine à découper le polystyrène. Donc en fait c'est une machine à fil chaud, on met de la matière, on découpe, on a énormément de chutes, il en ressort en fait des objets ou des lettrages. Alors on va voir, parce qu'on a fêté les 60 ans des JO de Grenoble il n'y a pas très longtemps, et c'est vous qui êtes à l'origine de ce chousse là, voilà, hein, c'est découpé dans une masse de polystyrène. Tout à fait, voilà, c'est exactement le type de réalisation en découpe de polystyrène. Donc on a une partie, effectivement, le pied, on appelle ça de la 2D, puisque c'est un fichier à plat, on lui met de la profondeur. Et ensuite, on a la tête, c'est de la 3D. À savoir que pour réaliser ça en polystyrène, c'est un petit peu compliqué et assez long. Donc, du coup, on a cherché un petit peu des nouvelles solutions pour essayer de répondre favorablement aux projets, aux sollicitations. Et voilà, alors les clients ont des nouvelles demandes, la technologie évolue, les chefs d'entreprise doivent rester innovants et à l'avant-garde. Et donc, vous avez créé une filiale en 2017, Déco 3D. Déco 3D by Sepia. Donc, on a créé une filiale pour séparer un petit peu le métier de la découpe et de l'impression 3D avec la communication visuelle. Parce que c'est quand même, le métier chez nous, il est cohérent. Mais par contre, c'est 2 cibles de clientèle complètement différentes. Puisque dans notre métier historique, c'est les collectivités locales, c'est les grandes entreprises de BTP et puis tout le monde de l'événement, alors que dans l'impression 3D, on va toucher le cinéma, on va toucher le monde de l'événement sportif, le mode de l'événement d'entreprise, les musées, ça élargit le panel. Ça élargit énormément le panel. Alors, Déco 3D a investi dans cette fameuse machine révolutionnaire, une machine qui permet de réaliser ces fameuses impressions 3D grande dimension, c'est ça la spécificité. Alors on a fait une belle rencontre, on a rencontré il y a un seul fabricant au monde aujourd'hui qui réalise ce type de machine aussi grande et aussi rapide. Cette machine, elle est dédiée uniquement pour notre métier, qui est le marketing visuel. C'est pas fait pour faire des porte-clés, c'est pas fait pour faire des prothèses, c'est pas fait pour faire des pièces pour l'aéronautique. En fait, c'est vraiment dédié à l'objet de marketing.
Donc on a rencontré ces gens et puis comme ils avaient envie de conquérir le marché français, voilà, on a trouvé un accord. Ils sont derrière nous en fait tous les jours. Ils nous aident à prendre en main la machine, ils nous aident à promouvoir la machine, ils nous aident à évoluer. Il y en a très très peu dans le monde de ces machines. Alors il y a, je crois aujourd'hui 70 machines dans le monde. Il y en a, il y en a une à Échirolles. C'est tout récent en fait. Voilà, il y en a une à Échirolles. Il y en a une à Échirolles qui permet de faire des pièces de plus de 2 mètres de haut. Alors on peut faire plusieurs pièces et puis les assembler après. Tout à fait, oui. C'est en une seule impression, on peut aller jusqu'à 1,80 m exactement. Mais après on peut assembler les morceaux pour faire, pourquoi pas, un bus ou un camion en 3D. Alors par exemple, quelques belles réalisations que vous avez faites. Alors actuellement, on est beaucoup dans le monde de l'événement sportif. Donc une des premières réalisations c'était l'an dernier, je crois que c'était pour le FCG. On a fait, ils l'ont nommé Apollon, c'était un rugbyman un joueur de rugby. Un joueur de rugby qu'ils ont positionné à tous les matchs autour du Stade des Alpes. Donc il faisait 3 mètres de haut. Et puis... moi j'ai vu un hamburger géant. Vous avez eu, oui, exactement, un hamburger géant. On a des bouteilles de champagne ou de vin, des bouteilles, ça c'est très, très fréquent. Exactement, oui. Et en fait, aujourd'hui, on a énormément de dossiers sous le coude. On a une vingtaine de projets sur le coude alors, ça va du paléontologue qui veut reproduire en fait le squelette d'un tricératops. Le camion U23, c'était Citroën, je crois, du début du siècle. Des sportifs de haut niveau, des statues. Enfin voilà, en fait le champ est. Il n'y a plus de limite à l'imagination. Il n'y a plus de limite, voilà. Alors précisément, cette nouvelle imprimante 3D, elle vous a, on le voit bien, ouvert de nombreuses portes. L'imagination n'a plus de limite, on le disait. Je vous propose de revenir sur l'histoire et l'activité de votre entreprise avec ce reportage de Lina Badreddine. De la signalétique, des panneaux pour les chantiers. Créée en 2004, cette entreprise compte une quinzaine de salariés pour un capital social de 30 000 €. À l'origine, Sepia travaille essentiellement pour les sociétés de travaux publics et les services techniques de la ville d'Grenoble et ses alentours. Le besoin de nos clients a évolué et nous sommes équipés de machines à impression numérique qui nous a permis en fait de faire des panneaux de plus en plus grands. De changer de support, comme des bâches, du tissu. On fait de l'impression numérique sur de l'aluminium, sur du bois, sur du plastique, des supports souples et de toute taille parce qu'on a des machines qui nous permettent de répondre à ce besoin-là. Ces nouveaux champs d'action ont permis à l'entreprise Sepia de réaliser en 2013 un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros. Nos moyens de production nous permettent de faire de l'impression numérique sur tout type de support, c'est une chose, mais du coup, la finalité de ces produits peut être très différente. Ça peut être des trophées, pour une entreprise comme Soitec, ça peut être des grandes bâches pour une institution, ou ça peut être des panneaux pour une société de travaux publics qui en a besoin. Donc c'est très hétéroclite. En 2018, Sepia a investi dans une machine à impression 3D. Cette dernière leur a permis par exemple d'imprimer la statue de cette joueuse de football. Sur la région, ils sont les seuls à disposer de la machine et des compétences pour imprimer en 3 dimensions. On va apporter du volume en fait à notre image, qui était plate auparavant. Là, on va vraiment apporter du volume, ce qu'on appelle un petit peu c'est du street marketing. On n'a plus de limite en taille, parce qu'on peut aller jusqu'à un objet, en fait, fait 2 mètres de haut jusqu'à 1,50 m de profondeur et 1,80 m de large, donc déjà, ce qui est énorme. Et ensuite, on peut aussi, la pièce doit être plus grande, on peut tout à fait le faire en plusieurs fois et les assembler. D'être équipé, en fait, sur une nouvelle technologie comme la 3D, ça apporte un gros plus commercialement. Ce dernier bijou apporte à Sepia un nouveau rayon d'action. Ils répondent désormais à des demandes venant d'un peu partout en France et comptent s'ouvrir encore. Éric Pessarossi, ces images, elles sont assez impressionnantes. Pardon de le dire comme ça, mais elles ringardisent un peu la communication traditionnelle. Oui, en effet, mais... les traditionnelles affiches. Tout à fait, mais il y a eu des études là-dessus, et puis nous, on a fait le constat. En fait, la prolifération de tous ces panneaux publicitaires et des affiches publicitaires, en fait, provoque un rejet chez les consommateurs. Donc aujourd'hui, les marques ont besoin d'un impact visuel plus fort et à court terme. Alors pourquoi ? Parce que la communication a changé et qu'aujourd'hui, ils peuvent faire un objet, le présenter, ça va attirer les consommateurs. L'objet va être pris en photo, il va faire le tour des réseaux sociaux et en fait les marques ont réussi leur pari. Ça surprend, c'est nouveau, donc ça circule forcément, hein, c'est assez naturel. Alors bon, cette machine qu'on a vue au travail, là, c'est pas un petit investissement quand même. Hein. Non, c'est pas un petit investissement, mais non, effectivement, mais... on peut dire 500 000 €. 500 000 €, oui.
Mais on est persuadé qu'il y a un avenir énorme dans ce domaine-là. Chez Sepia, en fait, on a envie toujours d'innover, on a envie de se différencier de la concurrence, donc ça s'est fait en fait tout naturellement. Voilà, puis vous le disiez, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés. Donc un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros avec cette activité, cette part d'activité 3D qui peu à peu progresse par rapport aux autres activités plus traditionnelles. Bien sûr, mais tout à fait, ça va forcément progresser, mais en même temps, c'est cohérent parce qu'en fait, même quand on imprime en 3D, pour la finition, on a besoin des compétences de la partie historique de Sepia, qui est la 2D en fait, ou l'impression à plat. Oui, toutes ces finitions à la main, hein, la peinture, les vernis. Voilà, parce qu'il faut comprendre, il y a un point essentiel dans l'impression 3D, c'est que ça se fait en 4 étapes bien distinctes. La première étape, c'est il faut définir le projet, donc il faut définir le cahier des charges avec le client. Donc si l'objet il est fait pour être à l'extérieur, ça ne va pas être le même cahier des charges que si c'est en décoration dans un magasin. Donc on détermine le cahier des charges. Après, il faut modéliser. Parce que sans fichier 3D, on ne peut pas faire tourner la machine. Donc il faut modéliser. Il y a 2 façons. C'est soit avec des logiciels, soit en scannant le modèle ou l'objet. Donc ce qu'on a vu dans le reportage, la joueuse de foot, la célèbre joueuse de foot, elle a été scannée en 3D. Donc elle a posé pendant 1 heure. On l'a scannée, c'est comme un petit mini ordinateur. Et on a eu l'acquisition du fichier 3D. Ça nous permet d'avoir l'acquisition du fichier 3D et après on peut imprimer. Troisième étape, l'impression. C'est presque en fait le plus facile puisque là par contre on appuie sur un bouton. C'est la machine qui travaille. Voilà, là quand on a fait le fichier 3D, l'impression se fait pas toute seule, mais il faut un opérateur à côté de la machine, mais en tout cas c'est la machine qui fait le job. Et relativement vite. Et très vite puisque pour reprendre le cas toujours du reportage, une joueuse de foot de 1m80, elle a été imprimée en 12 heures. Donc ce qui est relativement rapide. Et la 4e étape ? Et la 4e étape, c'est la finition. Donc la finition, il faut pas, c'est très important. Donc là concrètement, il faut lui coller les cheveux, il faut faire la peinture. Il faut faire une peinture réaliste, il faut faire effectivement, oui, la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Dans le cas de Apollon pour l'FCG, on l'avait habillé du textile du club. Donc en fait, voilà, c'est tout ça, c'est la première étape, le cahier des charges qui va définir en fait la dernière étape. J'ai l'impression quand même que ça fait apparaître aussi dans votre entreprise de nouveaux métiers, des nouvelles spécialisations. Alors, oui, il faut énormément de compétences, puisque de la première étape jusqu'à la dernière, effectivement, il faut énormément de compétences. La chance, c'est qu'on est installé à Grenoble depuis plus de 15 ans, et du coup, on a un réseau également de sous-traitants. Donc, on modélise, par exemple, la modélisation, on l'a fait en interne, mais on s'appuie également sur un bureau d'études 3D qui est à Saint-Martin-le-Vinou, et qui est proche. En fait, on travaille en partenariat tous les jours sur les évolutions du marché. Bon, vous voyez bien ma question. Combien ça coûte ? Combien ça coûte le produit fini ? Un produit, voilà, moi je veux ma statue, grandeur nature, je ne suis pas très grand, ça va ? C'est délicat de dire combien ça coûte parce que ça va être, en fait, c'est un petit peu, aujourd'hui c'est un petit peu notre problème. Parce que, en fait, tous les clients nous demandent combien ça coûte. Et nous, pour déterminer le coût, il faut modéliser. Projet, voilà, il faut le temps d'impression et le poids matière. Donc c'est compliqué, mais pour vous donner une fourchette, une statue de 2 mètres, c'est à peu près un budget entre 8 et 10 000 euros. Oui, donc c'est effectivement un coût raisonnable, rapidité d'exécution, on l'a dit. Ça va être ma dernière question, mais quand on veut rester précurseur, on a toujours un temps d'avance. C'est quoi l'étape suivante ? L'étape là, c'est un petit peu, précoce pour en parler parce que c'est les balbutiements de cette nouvelle technologie. Là, on essuie les plâtres et c'est vrai que c'est. Mais bon, je suis sûr qu'on a toujours évolué comme ça va très vite. Donc en fait, on reste à l'écoute en fait de l'innovation. Et puis voilà, on flaire un petit peu les besoins des clients. Les nouveautés et les besoins. On dit que l'impression 3D, c'est la 4e révolution industrielle, la 3e étant le numérique et l'Internet. Vous avez eu du nez ? Encore une fois, c'est des rencontres, c'est l'évolution de notre métier. Enfin, on n'a rien forcé, en fait, ça a été cohérent et ça a été tout naturel. Là, une entreprise qui a évolué en peu de temps, puisque la création c'est 2004, on est aujourd'hui en 2019, une activité qui a vraiment évolué, qui a suivi l'air du temps. Disons une entreprise qui a su déceler de l'innovation
et qui se l'est approprié, hein, c'est remarquable, et puis qui sait répondre à des besoins du marché. Moi, je pense qu'effectivement, comme vous, que la communication commerciale, institutionnelle, événementielle va complètement se décaler vers ces objets qui finalement incarnent du quotidien, incarnent de l'humain et rapprochent le consommateur, le bénéficiaire. Donc non, superbe. Je pense que c'est pas terminé sur le 3D. C'est bien. Une machine sur 60, elle est dans le monde et elle est à Échirolles. Bravo. Merci Eric Pessarossi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Alain. Merci. Merci, on se Christophe. voit Merci. à la rentrée. Classe à faire, à voir et à revoir, bien sûr, sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.